Bonjour à tous. Pourquoi les femmes sont-elles difficiles? Ou en d'autres termes, pourquoi les femmes sont-elles plus regardantes que les hommes dans le choix de leur partenaire? Nous allons essayer de comprendre ce comportement féminin en remontant à son origine. Tout d'abord le fait. Les femmes sont plus exigeantes ou plus regardantes que les hommes dans le choix de leur partenaire. Toutes les statistiques le prouvent, et si on regarde les statistiques sur les sites de rencontres, on remarquera que, contrairement aux hommes, les femmes ne valident ou n'approuvent que 20% des profils, alors que les hommes ne valideront valideront ou approuveront 80% des profils féminins qui se présentent à eux. Les hommes sont donc moins regardants que les femmes. Cela a une origine dans notre évolution. Quel est le risque de l'accouplement pour une femme? Si l'on remonte à des centaines de milliers d'années en arrière. La conséquence du choix d'un partenaire pour une femme pouvait être la mort si elle se trompe. Une femme pouvait mourir des conséquences d'un mauvais choix. Je m'explique. Lorsqu'une femme s'accouplait ou choisissait un partenaire, si ce partenaire n'était pas fort, et s'il était incapable de la défendre, elle risquait tout simplement de mourir, à cause des guerres, à cause des invasions, d'une tribu rivale, à cause d'un compétiteur jaloux. Elle pouvait tout simplement être tuée si son compagnon n'est pas capable de la protéger. La femme se devait donc de choisir l'homme fort et de bien choisir. L'homme fort était aussi celui qui était capable de chasser et de ramener de la nourriture pour elle et pour son enfant. Donc, si elle se faisait féconder par un homme faible, ça veut dire qu'elle n'aurait pas accès à la nourriture et qu'elle n'aurait pas accès aux différents biens. Et si l'homme était capable de chasser, il serait trop faible pour garder cette nourriture avec lui. Il se la ferait voler, il se ferait racketter, parce qu'il est incapable de défendre ses biens. Donc la femme a été, ou la femelle de façon générale, a été conditionnée sur des centaines de milliers d'années à choisir son partenaire parmi les meilleurs ou parmi les plus forts ou parmi ses meilleures options, parce qu'en contrepartie, si elle se trompait, elle risquait tout simplement la mort. Ça, c'est pour le volet de la protection, mais cela vaut aussi pour les gènes. Si la femme s'accouplait avec un partenaire faible, ou un partenaire avec des attributs génétiques faibles, cela voudrait dire qu'elle transmettra ce gène faible à sa progéniture et à ses enfants. Donc elle risquerait d'avoir des enfants malades, ou des enfants qui grandiront faibles et qui ne seront pas à leur tour capables de chasser et de protéger le foyer et donc la mère et donc la femme. Donc, d'un point de vue de l'évolution, ce qui rend la femme regardante, exigeante, difficile dans le choix de son compagnon, c'est qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Parce que toute fécondation a comme conséquence la possibilité de donner naissance, de donner vie, donc se mettre en fragilité. Une femme enceinte, une femme en général est fragile, une femme enceinte est encore plus fragile et n'a aucun moyen de se défendre. Et donc, elle doit
Tout simplement pour la prospérité de l'espèce, choisir le partenaire qui la défendra. Un autre élément est la rareté de son utérus ou de ses ovules. Un homme peut féconder des milliers de femmes pratiquement tous les jours. Et il peut pratiquement féconder tous les jours. Je ne dirais pas des milliers de femmes tous les jours, mais des milliers de femmes dans l'année et plusieurs femmes dans la journée. Sans s'arrêter et sans aucune contrainte. Il ne risque absolument rien. Il peut disséminer son sperme sans ne rien risquer. Ce n'est pas lui qui portera l'enfant et il ne risque absolument rien. Il peut disparaître dans la nature sans aucune trace. Or, la femme a un utérus qui ne peut porter que une fois par an et que pendant 9 mois. En fait, l'utérus n'est plus opérationnel une fois qu'il est fécondé pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, il va veiller à ce que l'enfant se développe, grandisse et enfin vienne à la vie. Donc, entre un homme qui peut féconder presque un nombre illimité de femmes dans l'année, et une femme qui peut être fécondée qu'une fois dans l'année, c'est comme la différence entre quelqu'un qui n'aurait le droit de jouer ou de tenter sa chance qu'une fois par an. C'est comme si vous n'aviez le droit d'acheter qu'un seul ticket de loterie dans l'année, contre quelqu'un, comme l'homme, qui a la possibilité d'acheter des milliers de tickets de loterie dans l'année. Si vous n'avez qu'un ticket de loterie à acheter dans l'année, vous allez le regarder, vous allez choisir les chiffres de façon minutieuse, pour chaque chiffre, parce que vous savez que si vous vous trompez, la prochaine fois que vous aurez le droit de jouer à la loterie, ça sera dans 12 mois ou l'année suivante. Et cela a très bien marché jusqu'à présent parce que le fait que les femelles de notre espèce ont sélectionné les meilleurs d'entre nous, les meilleurs hommes, a fait que notre espèce a perduré, a survécu. Nous prenons ça comme acquis aujourd'hui, mais notre espèce aurait très bien pu disparaître dans cette compétition féroce entre les espèces, et des milliers, des milliards d'espèces végétales et animales ont disparu par la loi de la sélection naturelle. Et l'homme non seulement a survécu, l'espèce humaine a survécu. Nous avons atteint aujourd'hui le chiffre de 7 milliards. Nous serons peut-être dans 25, 30 ans, 10 ou 11 milliards. Et nous avons non seulement survécu, mais nous sommes devenus le prédateur majeur de notre planète. Nous sommes aujourd'hui responsables de l'extinction d'autres espèces, et par le fait, nous serons peut-être un jour responsables de notre propre extinction. Mais cela est un autre sujet. Donc, il est impossible de comprendre ce mécanisme, et il est important pour tout jeune mâle de comprendre ce mécanisme, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à expliquer le comportement féminin. L'évolution, la protection des gènes, le risque engendré par le fait de tomber enceinte et de risquer la mort à chaque portée, et à tout stage ou à toute époque à toute période de la portée, la femme risquait la mort. Elle risquait la mort en étant en situation de femme enceinte, en étant fragilisée, donc elle risquait la mort par la malnutrition, elle risquait la mort par diverses attaques venant de l'extérieur en ne pouvant pas se défendre en tant que femme enceinte. Elle risquait la mort en donnant vie si le bébé était trop gros, si elle était en mauvaise santé, si elle était mal nourrie. Donc tout ça a fait que la femelle ou la femme, dans tout le règne animal, cela n'est pas uniquement propre à l'homme, est détentrice du choix. Elle choisit le mâle, et elle choisit le mâle parmi ses meilleures options. Et bien sûr, plus elle est attirante, plus elle a de choix, plus de mâles lui feront la cour,
plus elle sera regardante. Et elle prendra celui avec les meilleurs attributs génétiques pour pouvoir lui garantir le pourcentage de survie ou la chance de survie la plus élevée. Donc à chaque fois que vous rencontrerez une femme difficile, ou à chaque fois que vous verrez une femme difficile, dites-vous que c'est tout simplement une femme qui est conditionnée par des centaines de milliers d'années d'évolution, et c'est tout simplement une femme qui essaye de ne pas mourir. Et même si aujourd'hui notre société a évolué, avec la contraception, la médecine moderne, la nutrition, ces quelques évolutions sur les quelques dizaines ou centaines d'années passées ne peuvent pas changer un conditionnement qui s'est installé sur des millions, des centaines de milliers d'années, et qui sont ancrés dans notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui nous fait réagir indépendamment de notre conscience. C'est celui qui vous dit qu'il faut manger quand vous avez faim. C'est celui qui vous dit qu'il faut vous défendre si quelqu'un vous agresse. Même si vous êtes la personne la plus gentille sur Terre, si quelqu'un envahit votre espace ou si quelqu'un vous donne un coup de poing sur l'épaule, vous allez réagir et vous allez lui foutre un autre coup de poing sur l'épaule. Même si vous êtes le plus civilisé des gentlemen. C'est juste que votre cerveau reptilien est là pour que vous restiez en vie. Le cerveau reptilien, c'est la petite loupiote qui clignote et qui vous maintient et qui vous garde en vie et qui empêche que votre côté civilisé ou que votre côté faible vous laisse mourir. Et le cerveau reptilien n'est pas un élément conscient, c'est quelque chose qui est animal, qui est au fond de vous, qui détermine la majorité de vos comportements, mais qui ne le fait pas de façon consciente. Et la femme comme l'homme ont, et heureusement, leur cerveau reptilien encore actif. Et la majorité des échanges se passent à ce niveau-là. Et le sexe, d'une façon générale, se passe à ce niveau-là. C'est pour ça que les rapports sexuels et les rapports entre hommes et femmes sont les plus durs à comprendre, parce qu'ils ne sont pas basés sur le conscient, mais ils sont basés à 95% sur le subconscient. Quand vous parlez à une femme, elle en a à peu près rien à foutre de ce que vous dites. Elle vous a déjà analysé, elle vous a déjà compris par votre langage corporel, par la façon dont vous la regardez, par la taille de vos pupilles, si elles sont dilatées, si elles sont toutes petites. Des pupilles minuscules sont le signe d'un homme stressé, et d'une femme également. Des pupilles dilatées sont le signe d'une personne confortable, détendue. D'ailleurs, si vous voulez savoir si une interaction se passe bien avec une femme, regardez ses pupilles. C'est plus facile avec les femmes qui ont les yeux clairs, mais si la pupille est dilatée, c'est elle se sent bien avec vous. C'est que vous avez réussi à la détendre, et c'est un très très bon signe dans l'interaction. Et les femmes, et je vous renvoie vers un livre qui s'appelle The Female Brain, le cerveau féminin, que je mettrai en lien dans la description de la vidéo, qui explique comment le cerveau féminin fonctionne. Il faut savoir que les femmes, bébés, enfants, reconnaissent dès les premières semaines les expressions faciales. Un bébé enfant, un bébé femelle enfant à qui vous souriez vous rendra le sourire beaucoup plus souvent qu'un bébé mâle. Parce que le mâle commence à lire les expressions faciales ou le langage corporel bien plus tard. Et c'est pour ça que les femmes restent tout au long de leur vie extrêmement douées à lire le langage corporel. C'est pour ça que le baratin de dragueur ou de séducteur, s'il n'est pas accompagné d'une gestuelle, d'un langage corporel qui exprime la confiance, votre baratin ne pourra pas fonctionner parce qu'elle aura déjà analysé, décortiqué votre démarche, votre expression faciale, la façon dont vous bougez vos mains, votre sourire, tout cela lui a déjà communiqué 95% des informations dont elle a besoin pour savoir si vous êtes le partenaire idéal ou pas. Donc voilà pour ma vidéo du jour. Je vous recommande très fortement The Female Brain.
Le cerveau féminin. Je ne sais pas si le livre existe en français, moi je l'ai lu en anglais, et il explique beaucoup de choses sur les comportements féminins de façon scientifique. C'est un livre qui est basé sur la structure du cerveau, sur la chimie du cerveau, sur les connexions électriques à la base du cerveau, et qui décortique comment le cerveau féminin fonctionne par rapport à un cerveau masculin. Et c'est un livre que tout jeune mâle qui veut encore avoir des échanges avec le sexe opposé devrait lire. Voilà, j'espère que cette vidéo a éclairé certains d'entre vous. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.